Rebonjour, j'espère que tout s'est bien passé pour le déjeuner. Donc on va reprendre notre programme. On est heureux d'accueillir Fabien Tripier, qui est professeur d'économie à Paris-Dauphine, économiste au Centre pour la recherche économique et ses applications et conseiller scientifique du CEPI, qui va nous parler du risque de divergence de l'inflation dans la zone euro. C'est à vous, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, comme cela a été dit, je suis professeur d'économie, plutôt spécialisé en macroéconomie. Donc, je vais vous faire une présentation avec une orientation plutôt macroéconomique. Mais j'espère que ces enseignements vous intéresseront aussi dans votre contexte. Donc, comme cela a été indiqué et comme c'est indiqué dans mon titre, je vais peut-être attendre juste un petit peu. Ouais. Voilà, donc le sujet de ce travail, c'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec Stéphane Lucie de la Banque de France et Aymeric Hortman, qui est un de mes étudiants en thèse. Donc le sujet, c'est vraiment le mot important, et je pense que vous avez une journée entière sur l'inflation, vous avez déjà eu 2 présentations ce matin. Le sujet, c'est la dispersion de l'inflation dans la zone euro. Donc ce qui m'intéresse dans ce travail et cette étude que je vais vous montrer, c'est les écarts d'inflation entre les pays de la zone euro. Donc pour commencer, je vais d'abord vous présenter l'état des lieux de cette question de l'écart des taux d'inflation dans la zone euro. Donc commencer le plus simplement en prenant ici, si vous reconnaissez, si vous visitez souvent le site de la BCE, sur le site de la BCE, vous avez un tableau de bord sur l'inflation avec des histogrammes, des cartes, et vous avez un petit tableau avec l'inflation actuelle. Donc on a 6,9 d'inflation au mois de mars, les dernières données. Donc on sait que c'est élevé, ça a baissé un peu par rapport à février, qui était à 8,5. Donc il y a l'information sur l'inflation de la zone euro, qui est donc l'inflation pondérée de tous les pays de la zone euro. Et ils indiquent aussi quel est le niveau d'inflation le plus faible et le plus fort. Donc en mars 2023, le niveau d'inflation le plus faible, c'était 2,9 au Luxembourg, et le plus haut, c'est 17,2 en Latvia, donc Lettonie. Donc le point de départ de mon exposé et ce que je vais dérouler, c'est que le problème d'inflation, c'est à la fois un problème de niveau élevé d'inflation, 6, mais à ce problème de niveau élevé d'inflation s'ajoute un problème d'écart d'inflation très important entre les pays de la zone euro. Si vous prenez l'écart entre le maximum et le minimum de la zone euro, on a près de 15 points d'écart de taux d'inflation dans la zone euro. Donc c'est ça le point de départ, c'est qu'en plus du problème d'inflation élevée, cette inflation élevée se matérialise avec des écarts très importants entre les pays de la zone euro. Pour compléter cet état des lieux, maintenant je rouvre tout le champ des taux d'inflation, je ne me limite pas à ces 2 points extrêmes. Donc on retrouve le Luxembourg en bas et la Lettonie en haut, et je reporte ici chaque barre pour l'un des 20 pays de la zone euro. En rouge, vous avez la valeur moyenne, ça fait la valeur pour la zone euro dans son ensemble. J'ai mis en vert la France pour qu'on sache un peu où nous sommes, donc toujours dans la moyenne de la zone euro, c'est assez caractéristique de la France. Et donc, ce qui est important ici, ça va être, je vais d'abord préciser un peu le champ de mon étude. Je ne vais dans mon étude que regarder les 12 membres historiques de la zone euro. Donc on voit bien ici que l'inflation est très élevée dans les pays baltes, qui sont des nouveaux membres de la zone euro. Donc je ne vais pas inclure ces pays, à la fois parce qu'ils sont un peu spécifiques, mais aussi parce que je vais regarder les questions d'écart d'inflation dans la zone euro depuis la création de la zone euro, donc depuis 20 ans. Donc dans ce cas-là, je préfère avoir une composition homogène de ma population de pays de la zone euro, les 12 premiers membres, plutôt que de tenir compte des pays qui rentrent en cours de route, qui peuvent, parce qu'ils apportent une économie un peu différente, créer aussi un peu d'hétérogénéité et de disparité. Donc tout, je le dis maintenant, et après je le repréciserai, mais je le répète, je vais m'intéresser aux écarts d'inflation dans les 12 principaux membres de la zone euro depuis la création de la zone euro. Je mets cet histogramme pour bien insister sur le fait que même si j'enlève ces pays baltes ou ces nouveaux membres, les écarts d'inflation restent très importants dans ce cœur de la zone euro. Si vous regardez ici l'Autriche, l'écart avec le Luxembourg, c'est 6 points.
Donc à nouveau, les écarts d'inflation sont aujourd'hui très importants, même si je regarde les membres historiques de la zone euro. Regardez l'Espagne par rapport à l'Italie, il y a à nouveau plusieurs points d'écart d'inflation. Donc on est vraiment dans une situation vraiment très spécifique d'avoir des taux, ces écarts d'inflation très importants entre les pays. Alors là, par rapport au titre de la présentation qui était le risque de la dispersion de l'inflation dans la zone euro, finalement j'ai expliqué qu'un terme, la dispersion, les écarts. Le deuxième terme, il est important. Pourquoi c'est un risque? Pourquoi c'est un problème? Donc je vais préciser ce point. D'abord, avec le point de vue du macroéconomiste, pourquoi, du point de vue macroéconomique, c'est un problème d'avoir des écarts de taux d'inflation dans la zone euro? Je vais le présenter ici principalement avec des questions de politique monétaire. La position de la Banque centrale européenne, donc je mets ici jusqu'à récemment, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais en 2021, la Banque centrale européenne a fait une grande révision de sa stratégie de politique monétaire, c'est-à-dire qu'elle a redéfini sa cible, elle a redéfini ses objectifs, donc elle a fait un inventaire un peu de toutes les facettes de sa politique monétaire pour redéfinir sa stratégie globale de politique monétaire. Et dans ce processus, il y a eu un chapitre entièrement consacré à la question du différentiel des écarts d'inflation dans la zone euro. Et le message était, il n'y a pas de problème. La zone euro, par sa création, a fait diminuer les écarts d'inflation qui étaient beaucoup plus importants dans les années 80-90. Et depuis les années 2000, les écarts d'inflation ne sont pas très importants, même si, par exemple, on se compare aux États-Unis, où on peut aussi regarder les écarts d'inflation entre Texas, Arkansas, etc. Donc jusqu'en 2021, évidemment avant la crise énergétique, le message de la BCE, c'était il n'y a pas de problème d'écart de taux d'inflation dans la zone euro. Évidemment, la crise actuelle change la donne et remet cette question sur la table. Donc je mets ici une citation d'un discours d'Isabelle Schnabel, qui est une membre du directoire de la BCE, qui, dans un de ses discours, a alerté sur cette question des écarts importants d'inflation dans la zone euro. Je mentionne aussi quelque chose qui est important et à mon avis caractérise bien la situation actuelle. C'est une réunion du dialogue monétaire de 2022. Donc je ne sais pas si vous savez exactement ce qu'est le dialogue monétaire. Vous savez que la BCE est complètement indépendante dans sa décision, mais elle est néanmoins comptable de ses décisions. Donc le Parlement européen ne prend pas de vote sur ce que fait la BCE, mais il y a des rendez-vous réguliers de la BCE et du Parlement européen où les sujets sont choisis par les membres du Parlement européen. Et dans le dernier session du dialogue monétaire de novembre 2022, les parlementaires européens avaient justement mis à l'ordre du jour de cette réunion ce problème des écarts de taux d'inflation dans la zone euro. Pourquoi les parlementaires européens qui nous représentent et qui représentent les États ont mis cette question à l'ordre du jour? Parce qu'on sait bien en macroéconomie que mener une politique monétaire unique suppose un minimum d'homogénéité entre les pays. On est dans la zone euro, on a une politique monétaire unique de la BCE, un seul taux, et ce taux doit s'appliquer à l'ensemble de ces pays. Et plus les pays seront différents, dans des contextes économiques différents, moins cette politique monétaire commune sera efficace. Donc cette question d'écart de taux d'inflation pose des problèmes en termes d'intérêt des économies vis-à-vis des décisions que va prendre la Banque centrale. Si je schématise, si vous avez des pays qui ont des taux d'inflation très différents et un taux commun, celui qui va avoir une inflation très élevée, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va considérer que les politiques de hausse de taux ne vont pas être suffisantes, parce que les politiques de hausse de taux sont basées sur l'inflation moyenne, et lui, il a un problème d'inflation beaucoup plus important. Donc il va être pénalisé par un prolongement trop long d'une période d'augmentation de l'inflation. Et à l'inverse, un pays qui a un niveau d'inflation bas, lui, va être impacté par des hausses de taux qui sont trop importantes vis-à-vis de sa conjoncture. Donc lui, il a une inflation beaucoup plus basse que ses voisins. La politique monétaire se traduit par une augmentation des taux. Donc il va expérimenter dans son pays un ralentissement de l'économie qui n'est pas du tout justifié par rapport à ses fondamentaux. Donc si vous avez des pays très différents en termes de taux d'inflation, la politique commune va forcément faire des perdants aux extrémités. Donc c'est pour cette raison que c'est un risque, au sens où si la dispersion augmente fortement,
à ce moment-là, ça a des coûts macroéconomiques importants. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que macroéconomiste, il est important de contrôler, analyser, comprendre cette dispersion des taux d'inflation dans la zone euro. Je vais ouvrir un peu, mais en restant prudent sur les enjeux financiers et assurantiels, parce qu'évidemment, je suis moins expert que vous. Mais évidemment, je pense que ça a aussi des implications importantes pour l'ensemble du secteur financier et du secteur de l'assurance. D'abord, parce que, comme je l'ai dit, ça impacte les décisions de politique monétaire qui donc impactent les taux dans l'économie. Et j'ajoute aussi que les questions de dispersion, à mon avis, peuvent être importantes. Des dispersions d'inflation, mécaniquement, ça introduit des dispersions de rendement réel. Donc, dans une zone euro qui est très intégrée sur les plans des activités financières, d'avoir des divergences d'inflation dans différents pays est de nature à poser des questions en termes de diversification du risque, d'exposition à des risques sur les rendements réels des portefeuilles. Donc, je pense qu'aussi, d'un point de vue d'évaluation des risques dans une zone aussi intégrée sur le plan financier, d'avoir des divergences fortes de taux d'inflation pose aussi des enjeux que je présume, mais que vous êtes plus à même que moi d'évaluer. Donc voilà, pour ces deux raisons, je pense que, pour des raisons un peu financières et surtout macro, là où je serai plus à l'aise, s'il y a des écarts trop forts d'inflation qui se matérialisent, c'est un risque, et donc il faut être capable de contrôler, suivre et analyser cette question de la dispersion de l'inflation. J'ai posé maintenant les enjeux, les principaux faits sur cette dispersion de l'inflation. Maintenant, je vais expliquer comment je vais l'étudier et comment on va essayer de la caractériser et de la comprendre. Alors, ici aussi, c'est pour ça que je suis content de vous présenter ce travail, parce qu'en fait, ce travail, c'est un emprunt des macroéconomistes à un concept que je pense être de base en finance, qui est le concept de value at risk. Je vais vous apprendre ce qu'est la value at risk, vous le savez mieux que moi. Donc, c'est le seuil d'exposition à certains pourcentages. Quelle est la perte que vous pouvez supporter sur votre portefeuille à ce pourcentage? Donc, ce qui est, donc évidemment, c'est un concept classique en finance pour les risques extrêmes. Et ce qui est intéressant, au moins je vous transmets ça, depuis 5 ans, il y a une grande mode chez les macroéconomistes qui est d'emprunter ce concept de value at risk et de l'appliquer à des questions macroéconomiques. Donc vraiment, vous allez voir, c'est exactement la même idée. La première application qui a été faite, ça a été de regarder les questions de croissance en se disant, bon, ben, c'est intéressant de prévoir la croissance économique, mais ce qui est très intéressant, c'est de prévoir les grandes récessions, les moments où vraiment l'économie s'effondre. Donc pour ça, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement de prévoir le taux de croissance, mais de savoir où on est par rapport au risque d'avoir une récession à -2, -3, -4. Donc il y a eu cette démarche de développer ce qu'on appelle croissance at risk, growth at risk, qui est vraiment la transposition de ce concept de risque extrême, non pas appliqué aux pertes d'un portefeuille, mais à la croissance économique. Et ce qu'on fait dans ce travail, c'est d'appliquer ce concept de at risk à l'inflation. De la même manière que pour un pourcentage de risque donné, on calcule l'exposition à un risque de portefeuille, moi, ce que je vais vous présenter, c'est l'exposition à un risque d'inflation. À 10%, quel est le seuil de risque d'inflation que je risque de dépasser dans l'économie? D'accord? C'est vraiment la logique de ce que je vais vous présenter. Avec une petite subtilité en plus, c'est qu'en termes d'inflation, c'est mauvais des deux côtés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Si vous avez trop d'inflation, vous êtes malheureux. Et si vous avez trop de déflation ou de la désinflation, vous êtes malheureux aussi. Ce qui, en rendement de portefeuille, n'est pas le cas. Il y a une certaine asymétrie entre les deux côtés. Donc, je vais vous présenter ces questions de seuil de risque, à la fois à la baisse et à la hausse. Parce que les deux côtés présentent des coûts économiques importants, avec des mécanismes différents, mais les deux côtés sont importants pour l'analyse de la dispersion de l'inflation. Alors, pourquoi prendre cette approche au-delà du fait que c'est intéressant comme notion de risque extrême? Pourquoi prendre cette approche de value at risk? Pourquoi regarder comme ça les queues de la distribution? Donc, pour vous expliquer ce qui nous a amené à prendre cette approche, je vais vous présenter deux faits stylisés importants sur la dispersion de l'inflation. Donc, pour l'instant, ce que je vous ai montré, c'était que les écarts d'inflation en mars 2023. Donc maintenant, je vais ajouter des nouveaux faits pour comprendre cette question des écarts d'inflation dans la zone euro. Donc le premier fait, c'est simplement de regarder mes 12 pays
j'ai mes 12 pays que j'observe tous les mois. Je peux prendre un indicateur de dispersion entre ces 12 pays. Tout à l'heure, je vous ai montré l'amplitude entre le max et le min. Je peux calculer l'écart type de l'inflation entre mes 12 pays. Et comme ça, je peux voir au cours du temps comment évolue la dispersion de l'inflation dans la zone euro. C'est ce qui est fait ici en rouge pour l'indice des prix global de l'économie, des économies, et en bleu, c'est ce qu'on appelle l'inflation cœur. On enlève les prix de l'énergie et les prix les plus volatiles. Donc ce que vous observez, c'est qu'effectivement, vous avez des variations ici, avec un pic ici pour cœur, un pic pour les deux indicateurs ici, et puis là, une explosion de la dispersion de l'inflation. Donc la dispersion de l'inflation entre les pays de la zone euro n'est pas stable, et si on regarde un peu les dates de pic, on voit que ce pic ici, les deux pics ici, c'est consécutif au moment où on rentre et on sort de la crise de 2008-2009, et puis il y a un second pic autour de la crise, à la fin de la crise des dettes souveraines qui apparaît ici. On voit que dans la période crise Covid, il y a une très forte augmentation de la dispersion, qui diminue un peu si on enlève l'énergie. Si on garde l'énergie dans l'indice des prix, la dispersion augmente très fortement, mais même l'indice cœur hors énergie connaît lui aussi une progression de la dispersion. Voilà, donc le premier fait, il est très simple. La dispersion de l'inflation dans la zone euro, elle n'est pas stable, elle bouge, et on observe que cette dispersion a plutôt tendance à augmenter dans les périodes de crise économique. Et le dernier point, c'est mars 2023 que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, c'est l'analyse rétrospective des moments où la dispersion a fortement augmenté. Donc ça, c'est l'approche un peu série temporelle. Je suis au cours du temps mon indicateur de dispersion. Maintenant, je peux faire autre chose. Je peux regarder la distribution de l'inflation pour chaque pays. Donc ici, je ne suis pas en suivi au cours du temps. Je prends par exemple, je vais me concentrer sur les deux premières lignes, l'Allemagne et la Grèce. Je prends mes 200 et quelques points, mes plus de 20 années d'inflation en Allemagne. Je calcule la moyenne, je calcule la médiane. Je peux calculer la variance, la kurtosis, la squeeze, tous les moments que je veux. Je vais me concentrer sur les deux quantiles, 10%, 90%, parce que c'est ce que je vais utiliser après pour mon analyse statistique. Donc je prends l'Allemagne. En moyenne, c'est 1,19. La médiane, 1,10, pas très différent. 10% des taux d'inflation ont été inférieurs à 0,4, 43, et 10% supérieurs à 2,06. Donc là, j'ai caractérisé la distribution de l'inflation en Allemagne. Je descends d'une ligne, je vais voir la Grèce. En moyenne, on est au-dessus, mais pas de manière très importante, 0,2 points supérieur. En médiane, on est au-dessus aussi, 1,47, avec donc un écart là, de 0,37 points de pourcentage. Donc, globalement, l'inflation Grèce, si je prends les indicateurs de position, est légèrement supérieure. Et ensuite, si je regarde les indicateurs aux extrémités de la distribution, on se rend compte que les écarts sont beaucoup plus importants. Donc ici, en Grèce, on a eu 10% de taux d'inflation réalisés qui ont été inférieurs à 1,22 et 10% supérieurs à 3,70. Donc si je compare la médiane, j'ai un écart assez modéré. Si je compare le quantile associé à 10%, j'ai de forts écarts, 1,5, 1,6 et quelques. Si je compare les écarts associés au quantile du haut à 90%, j'ai 1,6 points de pourcentage d'écart. Donc le message là, c'est que, si je pourrais le faire avec kurtosis ou squeeze, ça serait et la variance pour compléter, mais là c'est l'indicateur que je vais utiliser ensuite. Le message, c'est que les distributions historiques, calculées sur 20 ans, sont surtout différentes sur les queues de distribution entre la Grèce et l'Allemagne. Donc si je regarde que le milieu de la distribution, la médiane, je ne vais pas avoir une information complète sur l'ampleur de la dispersion qu'il peut y avoir entre ces deux pays concernant l'inflation. D'accord ? Donc ces deux lignes, le message, c'est la dispersion est beaucoup plus forte aux extrémités de la distribution qu'à la médiane. Ce qui est calculé en bas, c'est tout simplement, non pas pour les deux pays, mais pour les 12 pays, l'écart type de la moyenne parmi ces 12 pays, de la médiane et des quantiles associés à 10% et 90%. Les chiffres rouges sont beaucoup plus élevés que les chiffres bleus, ce qui nous dit que les moments associés au premier quantile, le seuil de 10%, sont beaucoup plus dispersés que les moments associés à la médiane.
Et les moments associés au quantile de 90% sont beaucoup plus dispersés que la médiane. Donc vous voyez, il y a de la dispersion au cours du temps. C'est ça qui m'intéresse. Quand est-ce que ça augmente la dispersion? Mais quand je regarde les pays, je me dis, mais si je ne tiens pas compte de ce qui se passe aux co-distributions, je ne vais pas vraiment capturer les différences structurelles importantes entre ces économies. Donc la dispersion bouge au cours du temps, mais ce qui est fondamentalement différent entre ces économies, c'est ce qui se passe aux queues de distribution. Donc comment concilier les deux? Comment avoir une analyse en suivi chronologique au cours du temps de quelque chose qui concerne les queues de distribution? Donc c'est ici que le concept d'inflation at risk, de risque d'inflation, va être utile. Je vais calculer des risques d'inflation pour chaque pays, donc j'aurai des informations aux extrémités de la distribution. Et je pourrais regarder comment ces niveaux de risque d'inflation ou à la hausse ou à la baisse changent au cours du temps. Est-ce que je suis clair? Je continue à ce rythme? Je continue à ce rythme. Là, c'est moi qui essaye de réfléchir et de prendre du temps. Mais... Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je prends mes 12 pays de la zone euro. Pour chaque pays, on estime la distribution de l'inflation future. Donc, on essaye de faire de la prévision, mais honnêtement, hein, on n'est pas la Banque de France, on n'est pas l'INSEE. Je ne vais pas vous donner des prévisions très fines. Donc, on approxime, on essaye d'être pas trop mauvais en prévision de l'inflation future. Et la période de référence que je vais prendre, c'est la prévision sur un an. Donc j'ai 12 pays et je fais une prévision sur un an de l'inflation. Alors en fait, pour être plus précis, je fais une estimation de la distribution de l'inflation que je vais connaître dans un an. Je ne prévois pas l'inflation en moyenne, j'évalue quelle est la distribution de l'inflation prévue pour l'année qui vient. Donc j'ai ça pour mes 12 pays à chaque mois. À chaque mois, j'utilise des informations économiques nouvelles, prix du pétrole, indicateurs financiers, je vous montrerai. Et donc, à chaque mois, je peux dire, étant donné ces nouvelles informations économiques, quelle est la distribution de l'inflation prévue pour l'année qui vient? Et je peux faire cela pour 12 pays. Donc, à chaque mois qui passe, j'ai mes 12 distributions, je prends la médiane, les quantiles, ce que je veux comme moment, et je peux calculer la dispersion de ces quantiles, que ce soit la médiane ou les quantiles 90 et 10%. Et voir comment ces quantiles évoluent au cours du temps. À quoi ça sert, ou plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil? Donc, vous verrez, parce qu'il y a beaucoup de... Ça donne une information un peu dense, vous verrez, avec des figures et beaucoup de couleurs qui superposent. Donc, ce n'est pas forcément très direct de voir ce que ça produit comme information, donc j'insiste là-dessus. Qu'est-ce que ça permet de dire? Ça permet de dire à un moment du temps quel est, en termes de distribution, quel est le problème principal de dispersion. Est-ce que je suis face à un problème de dispersion de l'inflation à la hausse? Est-ce que c'est le quantile neuf qui est très dispersé avec des pays qui ont des niveaux de risque d'exposition à des fortes inflations très différents des autres? Donc d'où vient le risque de dispersion? Est-ce que ça vient du risque d'inflation à la hausse? Ou est-ce que ça devient du risque d'inflation à la baisse? Donc déjà, quand on est dans une situation d'analyser la dispersion, on peut distinguer, est-ce que c'est un problème de risque de hausse d'inflation qui est très différent entre les pays, ou est-ce que c'est un problème de risque d'inflation basse qui est très différent entre les pays? On peut déjà départager entre ces deux origines. Et ensuite, on peut faire de l'analyse économique, c'est-à-dire, mais quels sont les facteurs qui déterminent cette dispersion? Pourquoi il y a cette dispersion du risque extrême entre ces pays? Est-ce que c'est dû au choc pétrolier? Est-ce que c'est dû à des conjonctures différentes en termes de chômage? Est-ce que c'est dû à des risques financiers, à des tensions sur les marchés financiers? On peut évaluer quels sont les principaux contributeurs, les principales variables qui sont à l'origine de cette dispersion de l'inflation à la hausse ou à la baisse. La méthode. Donc voilà, méthodologie, j'ai défini ce qu'on voulait faire. Maintenant, je vais vous présenter en détail l'outil qu'on utilise. Donc l'outil, c'est des courbes de Phillips quantiles, si je veux mettre les mots-clés ensemble.
Donc finalement, on utilise deux outils qui sont très traditionnels. Le premier outil traditionnel, c'est la courbe de Phillips. Je ne sais pas si vous suivez les débats en économie, mais elle a beaucoup. Il y a donc la mort de la courbe de Phillips, la courbe de Phillips comment on dit, la réhabilitation de la courbe de Phillips, la résurrection de la courbe de Phillips. Donc il y a beaucoup le problème de la courbe de Phillips, c'est que je suis prof aussi, donc on enseigne à tous les étudiants. On a tous une belle courbe de Phillips à la main dessinée, mais en pratique, dès qu'on veut l'estimer, elle est instable, non linéaire. Donc c'est un objet vraiment très complexe, qui finalement pas si clair qu'on le voit souvent dans les manuels d'économie, mais ça reste en macroéconomie notre principal instrument pour comprendre la formation de l'inflation. Donc le point de départ, ça va être une courbe de Phillips avec des déterminants traditionnels de la courbe de Phillips. Mais puisque je m'intéresse au risque extrême, je ne vais pas faire une régression de la courbe de Phillips en prenant, comme dans une régression en moindre carrière ordinaire, en référence l'inflation moyenne. Donc j'ai besoin d'une courbe de Phillips qui s'applique non pas à l'inflation moyenne, mais à l'inflation extrême, en haut ou en bas. Donc pour ça, l'outil en économétrie et en statistique, pour avoir une régression qui permette de comprendre non pas ce qui se passe au milieu d'une distribution, mais sur les quantiles extrêmes, ce sont des régressions dites quantiles. Donc à nouveau, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais voilà, c'est l'outil de régression comme les moindres cas ordinaires, mais qui s'applique non pas en moyenne, mais qui s'applique directement sur les quantiles des variables qu'on veut étudier. Donc ça permet de savoir si une variable a un impact différent sur le quantile de 90% que sur le quantile de 10%. Excusez-moi, je le répète, c'est ça en fait l'enjeu principal. C'est de se dire, les variables économiques de la courbe de Phillips, elles n'ont pas les mêmes effets à droite quand l'inflation est forte qu'à gauche quand l'inflation est basse. La relation économique n'est pas la même. Donc pour tenir compte du fait que la relation économique n'est pas la même, on va faire une régression par quantile. Une régression spécifique pour le quantile associé à l'inflation à 10%, et au risque d'inflation à la hausse à 10%, et une au risque d'inflation à la baisse inférieure à 10%. Donc voilà, si j'arrête mon résumé. Donc on combine une courbe de Phillips et une régression quantile, simplement pour introduire les notations, mais je ne vais pas manipuler beaucoup cette équation. Ce qui est intéressant, donc ici, c'est ce qu'on cherche à comprendre, c'est l'inflation entre T plus 1, c'est-à-dire le mois suivant, et H dans 12 mois. Donc c'est l'inflation sur les 12 mois futurs qu'on essaye de comprendre. Mais vous voyez, ce qu'on essaye de comprendre, c'est le quantile de l'inflation prévu. Et le quantile, il est défini par la lettre taux, qui va prendre les valeurs 10%, 50% et 90%. D'accord ? Donc on a une régression par quantile d'inflation future. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment pour chaque quantile taux, donc vous voyez ici X, TI, ça va être les variables économiques, chômage, prix du pétrole, etc. T, c'est le mois où je suis, et I, c'est le pays. Donc à chaque date, j'ai un ensemble d'informations économiques, X, TI, où il y aura dedans, je vais vous montrer juste après, inflation, prix du pétrole, etc. Et bêta, c'est le coefficient que vous estimez. Donc il est différent pour chaque pays, c'est pour ça qu'il y a le petit, mais surtout il est différent pour chaque quantile. C'est là où je vous dis, je pense qu'avec cet outil, je peux tenir compte du fait que, on va le voir par exemple, les prix de l'énergie n'ont pas les mêmes effets sur le quantile associé à une hausse de l'inflation que sur le quantile associé à une baisse de l'inflation. Donc on va tenir compte, c'est non linéaire, c'est que l'effet de l'énergie sur l'inflation n'est pas le même tout au long de la distribution. Ça n'a pas le même effet à droite et à gauche de la distribution. Donc ça, on le capture avec le fait que nos coefficients, ils vont être spécifiques, indicés par taux, au quantile que j'étudie. Donc X, c'est le vecteur des variables d'information, et bêta, c'est les coefficients qui dépendent du pays et du quantile. Si dans X, vous mettez une constante, les bêtas que vous récupérez, c'est tout simplement les quantiles inconditionnels que vous avez en faisant vraiment l'analyse de la distribution de votre variable. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans ma variable X comme variable économique pour comprendre la formation de l'inflation? Je vais mettre le taux de chômage, c'est la courbe de Phillips originelle, presque de Phillips 58. Je vais rajouter l'inflation passée parce qu'on sait qu'il y a une forte inertie de l'inflation. Donc il y
c'est quelque chose qui est persistant. On rajoute les anticipations d'inflation à long terme. Donc là, c'est vraiment les anticipations d'inflation de 5 à 5 ans. Donc c'est important parce qu'on sait que la question de l'ancrage des anticipations est très importante et que c'est quelque chose qui détermine aussi l'inflation selon que les anticipations soient bien ancrées sur la cible de 2% de la BCE. Si on s'écarte de cette cible, on sait que ça peut générer des mécanismes de spirale d'inflation. Donc on tient compte des anticipations d'inflation, on tient compte des prix de l'énergie. Là aussi, depuis les années 70, c'est comme une variable récurrente des courbes de Phillips pour comprendre la formation de l'inflation. Et les deux variables un peu plus nouvelles, donc la cinquième variable, c'est un indicateur de stress financier. Comme vous l'avez vu, j'ai toute la période de la crise de 2008-2009, plus la crise des dettes souveraines. Donc évidemment, si j'omets les facteurs financiers dans mon analyse de l'inflation pendant cette période, je vais passer à côté de phénomènes très importants pour la zone euro. Et j'ajoute un indicateur de pression sur les chaînes de valeur qui est calculé par la Banque fédérale de New York, si je ne me trompe pas, qui est basé sur des indicateurs de prix du coût du fret et des indicateurs d'enquête pour mesurer dans quelle mesure les conditions de transport international, les conditions de logistique sont tendues ou pas tendues actuellement. Donc ça, c'est aussi, vous allez voir, quelque chose qui est très important, évidemment, pour la période récente, après la crise sanitaire du Covid et la sortie de crise où il y a eu des questions importantes de chaîne de valeur. Donc je pourrais passer ces notations, mais c'est juste pour vous dire que voilà, on calcule au seuil alpha de 10%, on calcule donc IAR moins, donc là alors les notations ça devient, donc on a I, le pays, le T, l'horizon, et moins ou plus, et est-ce que je regarde un risque d'inflation plus, c'est-à-dire qu'il y a 10% de chances que je dépasse ce seuil, et IAR moins, il y a 10% de chances que je me situe en dessous de ce seuil. D'accord? Donc, excusez-moi, il y a trop de notation pour un message très simple. Les deux valeurs, la valeur qui est 10% de chance que je la dépasse, et la valeur qui est 10% de chance que je me situe en dessous. C'est IAR plus et moins. Ensuite, j'ai un indicateur de risque IAR par pays, par date. Donc, je peux calculer l'écart type de cet indicateur de risque, plus à la hausse, moins à la baisse. J'ai passé vite pour qu'on ne rentre pas dans les notations, mais je peux revenir s'il y a besoin sur ces définitions des statistiques que je vais utiliser. Donc, comme je vous l'ai dit, on applique maintenant tout cet outillage aux 12 pays de la zone euro, donc composition fixe, on ne tient pas compte des nouveaux entrants, jusqu'à la période, jusqu'en janvier 2023, et on regarde principalement l'inflation cœur, on peut aussi regarder l'inflation totale, et principalement l'inflation à un an, et on regarde aussi, je vous montrerai un peu des résultats à un trimestre. Donc maintenant, je vous montre les résultats. Après avoir raconté tout ça, maintenant je vous montre les résultats. Et alors, le piège, c'est qu'avant de vous montrer les résultats, je vous parle de dispersion, mais avant de montrer la totalité, je veux prendre le temps d'exposer ce qui se passe pour un pays, pour voir c'est quoi ce concept, finalement, d'inflation at risk pour un pays. Comme ça, après, on comprendra c'est quoi l'écart type de toute cette statistique que je déroule. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe pour un pays? Donc je prends un pays, la Grèce, évidemment, parce que c'est un pays où ça a beaucoup bougé entre la crise des dettes souveraines et la période actuelle. Donc en noir, vous avez l'inflation en Grèce. Donc à chaque fois, c'est l'inflation sur l'année qui vient. Donc il y a un petit décalage de temps, mais on s'en fiche. Donc c'est l'inflation en Grèce depuis la création de la zone euro. Et chaque ligne horizontale décrit un des quantiles de cette série économique, l'inflation en Grèce. Et vous voyez ici, c'est les quantiles inconditionnels, c'est-à-dire c'est les quantiles qui sont constants, qui ne sont pas conditionnés à la situation de l'économie grecque. Simplement, je prends la distribution de ma série. Donc la médiane, le seuil de 10%, pour les 10% d'inflation sont au-dessus du jaune et 10% en dessous du bleu. C'est nos distributions inconditionnelles. Comment on va faire bouger ces quantiles? Donc le but du jeu, c'est de faire bouger ces droites. C'est-à-dire que si vous voulez avoir simplement le risque de dépasser de 10%,
Vous voyez, vous prenez cette valeur, ça c'est le quantile associé au risque à la hausse, si vous prenez le quantile historique, la distribution historique. Maintenant, on pense que cette valeur-là, elle n'est pas constante au cours du temps, ça dépend des situations économiques dans lesquelles on est. Donc pour comprendre comment ces quantiles peuvent bouger, il faut comprendre comment ils peuvent être reliés aux conditions économiques. Donc je vous reporte ici le résultat des estimations pour deux variables. Donc deux variables qui vont être évidemment importantes. Donc ici, vous avez phi, c'est la variable qui correspond aux pressions sur les chaînes de valeur, et vous avez delta, la variable qui correspond au stress sur les marchés financiers. On utilise un indicateur publié par la BCE. Vous avez ici les trois quantiles d'intérêt, 0,1, 0,5, 0,9, 0,1, 0,5, 0,9. Et pour chaque quantile, vous avez en rouge le coefficient estimé et en bleu un intervalle de confiance autour de ce coefficient. D'accord? Donc on a trois... Je vais prendre le premier phi. Le phi, c'est la régression concernant la pression sur la chaîne de valeur. J'ai trois coefficients parce que je regarde l'influence de la pression sur les chaînes de valeur sur trois moments de mon inflation en Grèce. La médiane, le seuil d'inflation à 90, le seuil d'inflation à 10. Et ce que vous voyez en bas, c'est que pour le seuil d'inflation à 10%, pour la médiane, le coefficient n'est pas significatif et plutôt faible. Par contre, il est très élevé et très significatif pour le seuil d'inflation à 90. Donc ce que ça veut dire tout simplement, c'est que si vous avez, j'aurais pu la tracer, mais c'est la distribution de l'inflation en Grèce, une augmentation des pressions sur les chaînes de valeur ne fera pas bouger la médiane et le quantile associé à 10%. Ça va tirer la distribution sur la droite. Donc ça permet, ce type d'analyse, de regarder comment un phénomène économique comme les chaînes de valeur, en fait, ça ne bouge pas toute la distribution sur l'inflation. On sait bien que s'il y a plus de pression sur les chaînes de valeur, ça va se répercuter dans les coûts et donc dans l'inflation. Mais le mouvement, il n'est pas homogène sur la distribution. Il tire surtout à droite. Et vous avez l'inverse pour l'indicateur de tension financière. Donc là, c'est un peu négatif, mais plus je considère un quantile bas, plus le coefficient est fort. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe ici? En fait, l'indicateur de tension sur les marchés financiers, ça joue le rôle d'indicateur avancé de la conjoncture économique. Donc on a ici en tête toute la crise des années 2010. Quand les tensions financières augmentent, ça a été des indicateurs avancés de récession économique et d'aggravation des conditions de croissance. Donc ça va entraîner des pressions à la baisse sur les prix. Ce que ça veut dire, c'est que ces situations-là, quand il y a les turbulences qui arrivent sur le marché financier, ça déplace la distribution de l'inflation prévue, mais pas de manière homogène. Ça va surtout tirer les risques à gauche de forte déflation ou de risque de très faible inflation. D'accord? Donc c'est à ça que sert l'outil de régression quantile, c'est à regarder comment les conditions économiques déplacent plus à gauche, plus à droite, ou tout le monde. Si mes trois coefficients étaient alignés comme ça sur les mêmes valeurs, ça veut dire que ça déplace de manière homogène toute ma distribution. Quand je tiens compte de cette information économique, on observe cette évolution des quantiles. Donc ici, les traits en pointillé, ça correspond toujours au quantile historique sur la distribution. Et maintenant, les courbes, c'est le quantile qui est conditionné à l'état de l'information économique. Donc par exemple, en fin de période, en janvier, historiquement, le quantile à 90% de l'inflation grecque, c'est plutôt 3,8. Donc si je me dis, qu'est-ce qui se passe en Grèce depuis 20 ans? Depuis 20 ans, il y a 10% de fois où l'inflation est supérieure à 3,8. Est-ce que ça me donne une bonne mesure du risque d'inflation en Grèce? Non. Parce que les conditions économiques actuelles sont complètement différentes de ce qui s'est passé en moyenne depuis 20 ans. Donc actuellement, il est plutôt à 8. C'est le point jaune du haut. En tenant compte de la situation économique de la Grèce, le quantile 0,9, il est à 8%. Donc il y a 10% de chance de dépasser 8%. Et je tiens, donc le passage du jaune horizontal à la courbe jaune, c'est comment l'information économique me permet d'avoir une mesure qui tient compte du contexte pour avoir une mesure du risque de forte inflation dans l'économie grecque. Et on a la même chose ici, vous voyez l'effondrement du bleu, c'est-à-dire en 2015, on avait 10% de chance que l'inflation aille en dessous de 5% en économie grecque. Et cette estimation est basée sur l'importance en 2015 des tensions financières, de la situation du chômage, etc. etc. Donc on peut... il faut que je fasse attention au temps qui m'est
On peut représenter ces évolutions en termes de distribution. Donc ici, je le présente simplement pour passer au cas de 2 pays. Donc vous avez la distribution ici de l'inflation en Grèce en janvier 2006, avant la crise financière, et en mai 2012. Donc ce que vous voyez, c'est que la distribution s'est fortement déplacée vers la gauche. Et si vous regardez les quantiles 0,10, 0,9, 0,10, 0,9, ça s'est déplacé, mais ça a été énormément tiré par la gauche. C'est-à-dire que pour la partie gauche, on a une augmentation de 4 points du déplacement. Le déplacement est de 4 points et seulement de 2 points pour le quantile 90. Donc la crise financière a fait bouger la distribution de l'inflation prévue en Grèce en la tirant plus à gauche de manière non linéaire. Voilà, donc je vous ai montré au moins, avant de passer la dispersion, si je fais un peu de... Voilà, ça c'est la transposition de la value at risk à l'inflation at risk pour un pays. Ça permet d'avoir une mesure du risque d'inflation dans un pays. Maintenant, je vais passer, ce qui m'intéresse, à la dispersion. Donc je vais passer à plusieurs pays. Et avant de passer à 12 pays, je vais regarder le cas de 2 pays. Donc je prends la Grèce toujours et je rajoute l'Allemagne. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a, ce que j'ai montré précédemment, c'est la Grèce. Donc excusez-moi, c'est devenu rouge, j'aurais dû harmoniser les couleurs. Donc vous voyez la distribution en Grèce. Avant la crise, elle était ici, et elle passe à cette distribution après la crise. Et en bleu, vous avez l'Allemagne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la distribution de l'Allemagne. Oui, c'est ça. La distribution de l'Allemagne, vous voyez, elle a peu bougé par rapport à la distribution de la Grèce. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Grèce était plutôt plus inflationniste que l'Allemagne avant, donc elle était à droite, et la crise financière a tiré la distribution de l'inflation en Grèce pour la faire passer à gauche. Donc il y a eu un déplacement de la courbe. Quand on regarde ce que ça donne en termes de dispersion des quantiles, si on commence par la médiane, commençons par la médiane, la distribution prévue en 2006 était 2,8 en Grèce, 0,9 en Allemagne. Donc on avait plutôt une prédiction plus élevée pour la médiane de l'inflation en Grèce qu'en Allemagne. La situation s'inverse en 2012, puisque la Grèce est passée à droite. Et donc on a une dispersion qui est maintenant de... La Grèce a une médiane à moins 0,3 et l'Allemagne à 1,3. Si vous regardez la dispersion, si vous calculez l'écart, on est passé de 1,9 à 1,6. En fait, il y a eu beaucoup de changements, mais je suis passé de l'autre côté. Mais en termes de magnitude de l'écart entre les 2 pays, si ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le risque d'écart d'inflation est très élevé? Si je regarde la médiane, la conclusion est non. Il y a eu juste une petite baisse d'ailleurs de la dispersion. Alors, il s'est passé quelque chose d'important, parce que le sens a changé. Mais l'écart entre les médianes n'a pas beaucoup changé. Si je regarde l'écart entre le quantile à 10%, donc ici les traits les droites verticales en tiré, on est, avant en 2006, l'écart du quantile 10%, c'est de 1,3, et après c'est 3. Donc là, on a une augmentation de près de 2 points de la dispersion. Donc le mouvement s'est fait de manière non homogène, avec une augmentation de l'écart en queue de distribution à gauche associée au risque de faible inflation. Et concernant le risque de forte inflation, on avait un écart de 2,2 avant la crise financière, et vous voyez, après la crise financière, ici, les quantiles deviennent très proches, et il y a quasiment plus de dispersion entre ces 2 niveaux de risque. Et donc on a une baisse de l'écart. Je me rends compte qu'il y a une petite incohérence avec ma figure d'avant, mais c'est pour ça que excusez-moi, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair, mais sur les traits verticaux, il y a quelque chose qui est... Ah oui, non. Les deux, il y a une mise à jour qui n'a pas été faite, les deux devraient être beaucoup plus proches que ça. Donc il y a un petit peu d'erreur entre les chiffres que je reporte dans le tableau et les figures, mais le message est le même. Donc le message, c'est qu'est-ce qui se passe dans la crise financière. Si vous regardez le milieu de la distribution, la dispersion est plutôt stable. Si vous regardez la droite, la partie de la distribution associée au risque de forte inflation, vous avez une chute de cette dispersion du risque. Donc est-ce qu'il y a un risque après la crise de dispersion à la hausse de l'inflation? La réponse est non, il a diminué. Par contre, le risque de dispersion de l'inflation à la baisse, lui, a fortement augmenté, plus 1,8 entre les 2 périodes. Combien de temps il me reste? 5 minutes. Donc voilà. Donc si je m'arrête là,
sur la méthodologie et que j'ai été clair sur ses premiers faits, cette méthodologie. Maintenant, je vais vous donner la partie d'analyse sur les facteurs qui ont expliqué la dispersion de l'inflation. Donc, si je vous ai donné un peu l'outil, maintenant, on va regarder quels sont les facteurs qui expliquent ces écarts de dispersion d'inflation. Donc, cette représentation est un peu la même que précédemment. Je vais prendre celle-ci. Vous vous souvenez, au début, j'ai commencé avec une figure comme ça, qui était là, l'écart type de l'inflation mois après mois. Donc, vous avez ici l'écart type de la médiane. On retrouve un peu la fluctuation qu'on avait vue précédemment. Et en dessous, vous avez l'écart type associé au quantile en jaune 0,9, les risques à la hausse, et en bleu, les risques à la baisse. Et ce que vous voyez, c'est l'alternance. Vous voyez, si je les superpose toutes, vous voyez qu'au début, la plus grande source de risque, c'était les risques à la hausse. Pendant toute la période de la crise des années financières, c'est au contraire en bleu le risque à la baisse qui dominait. À la fin, on a une augmentation de tous les indicateurs. Et sur les derniers mois, c'est vraiment le risque à la hausse qui est le plus important. D'accord? Donc ça répond au premier objectif. Qu'est-ce que je peux dire sur est-ce que le risque de dispersion provient des fortes inflations en jaune ou des basses et faibles inflations en bleu? Maintenant, je vais arriver, pour les minutes qui me restent, sans trop déborder, sur les variables qui déterminent cette forte inflation. Donc là, je vais aller un peu vite parce que j'avais plus de transparent, mais je vais me focaliser sur les figures principales. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai une régression, j'ai des coefficients, j'ai des variables. Je vais regarder quelle aurait été la dispersion si j'annule le rôle d'une variable après l'autre. Donc, je vais faire des contrefactuels à quelle aurait été la dispersion dans la zone euro si j'avais annulé l'importance de certaines variables économiques. Donc ici, vous voyez en pointillé, c'est la dispersion qui aurait eu des risques à la baisse s'il n'y avait pas eu les tensions sur les marchés financiers. Donc le message, il dit ici, c'est cohérent avec ce qu'on sait de l'analyse économique, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans la décennie de 2010, les tensions financières ont été un contributeur très important de la dispersion des risques d'inflation à la baisse dans la zone euro. Si j'annule ce canal, regardez, ma ligne, elle devient très plate et pratiquement stable sur la période. Donc ça, c'est le résultat. Les tensions financières, c'est vraiment ce qui détermine de manière très importante la dispersion des risques à la baisse. Maintenant, sur la période récente, c'est plus intéressant parce que c'est la période récente, et on a bien compris ce qui s'est passé en 2010. On a et cette partie-là, on l'a menée de manière un peu naïve, on a deux candidats pour expliquer la dispersion de la forte inflation actuellement. On a le choc d'énergie et le choc sur les chaînes de valeur. Et on a testé alternativement l'un et l'autre. Et ce que vous voyez ici, donc en jaune plein, c'est la dispersion qu'on observe. Donc ici, c'est un horizon plus court, ça me permet d'avoir plus de points. En pointillé, c'est si j'annule les chocs sur les prix immobiliers, les variations du prix du pétrole, pardon. Et en pointillé, c'est si j'annule l'effet des chaînes de valeur. Et vous voyez que si... Alors, excusez-moi, il faut que je sois clair parce qu'il me reste peu de temps. Pointillé et plein sont très proches. Ça veut dire que le choc pétrolier n'a pas été le principal facteur de la dispersion de l'inflation. Pourquoi? Parce que finalement, ce choc pétrolier, il impacte les économies de manière assez homogène et il n'y a pas de différence très forte entre les pays. Par contre, l'exposition en chaîne de valeur, le coefficient est très différent selon les pays. Et si j'enlève cette exposition en chaîne de valeur, ces tensions qu'on a observées, on aurait eu une dispersion qui aurait été beaucoup plus faible dans la période sortie de la crise Covid. Donc ici, c'est le même raisonnement, mais appliqué à un autre indice de prix. Pour rendre ceci un peu plus concret, je vais focaliser sur ce qui s'est passé en France et en Allemagne. Donc, pour anticiper un peu sur la conclusion, les risques à la baisse, ce qui ressort de l'étude, c'est que ce sont les tensions financières qui ont principalement généré cette dispersion de risques à la baisse. Quand on regarde les risques à la hausse, ce sont principalement les pressions sur les chaînes de valeur. Et pour bien illustrer cet exemple, on a fait une comparaison entre ce qui s'est passé en France et en Allemagne.
Donc, il y a une note de l'Observatoire macroéconomique du CEPREMAP si vous voulez les détails de l'étude. Mais je vais passer directement. Ces deux figures représentent le quantile 90% pour la France et l'Allemagne. Donc, on sait que l'Allemagne a une inflation beaucoup plus forte depuis 2 ans que la France. D'accord ? Je l'ai montré au début aussi un peu. Donc, on sait qu'il y a un écart d'inflation entre les deux. Ici, c'est mon estimation de la courbe de quantile 90% de tout à l'heure. Et je capture bien qu'effectivement, ici, vous voyez, on a 11%, c'est-à-dire qu'il y avait 10% de chance que l'inflation dépasse ce seuil en Allemagne. Quel a été le rôle de l'exposition aux chaînes de valeur dans cet écart de risque de forte inflation entre la France et l'Allemagne? Vous avez ici la série réalisée par la Banque fédérale de New York sur les pressions sur les chaînes de valeur. Et vous voyez qu'elle a eu, donc ici, c'est les tensions Covid, sorties de Covid qui sont très importantes. Ces barres, ça reflète un peu le graphique de tout à l'heure, mes coefficients. Ces barres, ça mesure l'effet de la pression sur les chaînes de valeur sur l'inflation en France et en Allemagne. En France en bleu, en Allemagne en rouge, pour chaque quantile d'inflation. Et ce que vous voyez pour le quantile 90, donc toujours le seuil associé au risque de forte inflation, c'est que le coefficient en Allemagne est beaucoup plus élevé que le coefficient en France. Donc, au-delà de la magie statistique, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la structure sectorielle d'activité de l'économie allemande qui est beaucoup plus intégrée dans des chaînes de production du fait de l'importance de l'industrie en Allemagne par rapport à la France. Donc, ces différences structurelles dans la structure de leurs économies fait ici que l'Allemagne ressort être beaucoup plus sensible aux pressions des chaînes de valeur pour son risque de forte inflation. Donc, l'exercice que l'on fait, c'est de regarder en bleu ce que je vous ai montré, c'est-à-dire le risque évalué pour la France, et qu'est-ce qui se serait passé en France si j'avais pris le coefficient de l'Allemagne. Donc si j'avais évalué le risque d'inflation en France, pour une France autant sensible aux chaînes de valeur que l'Allemagne. Ça donne la courbe jaune. Et vous voyez que le risque d'inflation aurait été nettement supérieur. L'écart est représenté en vert ici. Si vous prenez la valeur un peu moyenne sur la période récente, vous avez à peu près 2 points. Donc la différence, c'est le message sur l'analyse économique. La différence d'exposition en chaîne de valeur entre France et Allemagne contribue à 2 points, à hauteur de 2 points, du surcroît de risque d'inflation qu'on a eu en Allemagne par rapport à la France. Donc l'effet est quand même relativement important. Je vais conclure. Je pense qu'il est temps. Je vous remercie. Donc, j'ai essayé de vous dire que, 1, la dispersion, les écarts d'inflation, c'est important. 2, c'est un risque parce que ça a des conséquences économiques et financières importantes. Que si on veut réfléchir en termes d'écart d'inflation, c'est ce qui se passe aux extrémités de la distribution qui est importante, parce que c'est là où il y a des grands écarts entre les pays, c'est pas tellement mieux la distribution. Ce qui va faire la dispersion entre les pays à ces extrémités, c'est principalement leur structure économique. Donc là, j'ai montré ça pour les chaînes de valeur, on peut le détailler pour d'autres variables. C'est pas que les pays ont des histoires différentes, qu'il y a un chômage élevé et pas l'autre, c'est pas ça. C'est pas qu'ils ont des histoires économiques différentes en termes de choc, c'est qu'ils ont vraiment des coefficients, des structures économiques qui sont différentes. Et parmi tous ceux qu'on a regardés, les 2 principales variables qui créent comme ça une très forte dispersion des risques, c'est les tensions sur les marchés financiers et l'exposition sur les chaînes de valeur. Je vous remercie. On a le temps pour, on va dire, une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ? Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je me posais une question, c'est que je n'ai pas vu dans les travaux le niveau d'interventionnisme de l'État. Est-ce que ça joue quelque part dans ces écarts d'inflation entre pays européens ou finalement pas tant que ça? Alors, vous pouvez parler des mesures de soutien, typiquement. Alors, on n'a pas inclus directement les mesures de soutien. Donc, c'est vrai que dans l'analyse formelle, là, on est vraiment sur que la dynamique de l'inflation et on pense que les mécanismes de soutien type plan de relance vont transiter par exemple, le niveau d'activité.
Donc la tradition, c'est plutôt que de mettre explicitement les mesures de relance budgétaire, c'est de capter leur effet via ce que ça va donner sur le marché du travail. Parce qu'on pense que si on a une relance de l'activité, ça va impacter l'inflation. Pourquoi? Parce que ça va faire baisser le chômage, donc ça enclenchera un changement des négociations salariales, etc. Donc voilà, on capte les interventions par ce contexte économique sur le marché du travail ou sur les tensions financières qui peuvent aussi baisser, notamment par une intervention des banques centrales. Oui, merci beaucoup pour l'exposé. Moi, je voulais parler des pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro, voilà, comme le Danemark ou la République tchèque ou certains pays d'ex-Yougoslavie. Est-ce qu'il y a des travaux qui cherchent à comprendre les différences d'inflation qu'on pourrait voir entre zone euro et pays de l'Union européenne qui ne seraient pas dans la zone euro? Et pour certains pays qui pourraient être intéressés pour rentrer plus tard dans la zone euro, qui pourrait être bloqué par le traité de Maastricht et ses contraintes. Est-ce qu'on a des idées du temps qu'il faudrait attendre avant qu'ils puissent respecter ces contraintes? Alors, je n'ai pas de réponse précise sur l'analyse un peu pays par pays, parce que les pays membres de l'Union européenne, même pas membres de la zone euro, sont très différents chacun. Donc, je n'ai pas une réponse globale, mais ce qui est sûr, c'est que dans les années 80-90, la convergence nominale était un critère fondamental pour l'entrée dans la zone euro. Et comme j'ai dit au début, la BCE se félicite du fait que quand l'euro est arrivé, ça a en plus accéléré, il y a eu une bonne convergence. Mais aujourd'hui, je pense, sans avoir les chiffres précis, que l'inflation la plus forte en Union européenne se trouve dans la zone euro. C'est-à-dire qu'on a bien vu avec les chiffres des pays baltes au début que là, l'écart d'inflation, à mon avis, est plus élevé, même si je n'ai pas en tête les données exactes avec le Danemark, par exemple, qui sont pourtant pas dans la zone euro. Donc, voilà, je pense que la situation aujourd'hui, c'est qu'on a à l'intérieur de la zone euro une plus grande dispersion de l'inflation que dans l'Union européenne, parce qu'on a dans les pays de la zone euro ces pays qui sont très impactés par les prix de l'énergie et du fait de leur structure très dépendante principalement de l'importation des énergies à ce moment-là. Allez, une dernière, s'il y en a une. Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment très clair. J'ai deux questions en fait. La première, vous nous avez dit que là, les écarts, l'analyse qui était faite, c'était sur la partie hors énergie. Donc c'est peut-être... Oui. Et que dans l'étude, vous approfondissez sur la partie énergie. Du coup, on comprend bien que la partie énergétique, la variable énergie, apparaisse moins. Donc ma première question serait sur l'inflation globale, y compris l'énergie. Est-ce que quel est l'impact de cette variable énergie? Et la deuxième serait, la deuxième question est plus, est-ce que vous pensez qu'au niveau européen, si on avait une politique budgétaire commune, ou est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qui permettraient de limiter cette dispersion de l'inflation? Merci. Donc voilà ce que je vous ai montré sur inflation cœur, c'était cette figure. Et quand je prends l'inflation en incluant l'énergie, donc ici, l'écart est plus fort puisqu'on a vraiment une plus grande dispersion. Mais la série où j'enlève l'énergie suit de manière très proche l'écart global. Donc ça veut pas dire que l'énergie compte pas, sinon je peux sortir tout de suite. C'est-à-dire que l'énergie ne crée pas de dispersion très forte entre les pays pour ce quantité d'inflation, à la différence des chaînes de valeur. Et en termes de politique budgétaire, la conclusion donc le problème traditionnel de la zone euro, c'est d'avoir une politique commune, pas de politique commune au niveau fédéral de manière budgétaire. Donc là, normalement, c'est de dire que si une politique monétaire est menée unique avec des coûts pour les pays très différents, il faut qu'il y ait un accord européen pour qu'il y ait des accommodements de politique budgétaire. Donc typiquement, un pays qui ne serait pas en situation très bonne économique, qui a une inflation basse et qui subit des hausses de taux d'intérêt de la BCE, devrait être autorisé à dévier aux règles de Maastricht pour pouvoir faire du soutien budgétaire à l'économie. Mais ça demande une négociation intra-européenne parce qu'à chaque fois, les déviations aux règles budgétaires sont soumises à ce type d'accord. Mais normalement, c'est ça que ça devrait ouvrir comme complémentarité entre cette politique monétaire et les politiques budgétaires nationales.
Merci. Merci beaucoup.